Salut, moi c'est Émilie et tu écoutes la série des 1000 premiers jours d'un parent produit par The Parents Show. Pour toi, 30 guests de folie sont venus répondre aux questions que tu te poses sur ta parentalité. Il y aura des professionnels et des parents pour te parler du sommeil de bébé, de l'organisation du quotidien des parents, mais aussi sur le postpartum, le suivi médical ou la charge mentale. Et enfin, pour un maximum d'énergie positive, Jenny de Sisters Astro nous dévoilera l'astro des mamas pour savoir quelle maman tu es selon ton signe astro. Moi, c'est Mama Sagittaire. Bref, ça va être le feu. Alors, are you ready pour un show de folie? XOXO, The Parents Show. Ce podcast a été réalisé notamment grâce au soutien de Blédina, engagée dans la liberté de parole des parents. En étant parent, vous savez que les premières années de vie de bébé, appelées aussi les 1000 premiers jours, sont une période clé durant laquelle il a besoin d'une alimentation parfaitement sûre, adaptée à ses besoins nutritionnels et de découvrir une palette de saveurs et de textures. Mais nourrir au mieux son bébé et lui transmettre des habitudes alimentaires saines peut s'avérer compliqué parce qu'on ne sait pas toujours quoi faire ou par manque de temps. Notre partenaire Blédina a à cœur depuis 100 ans d'être aux côtés des parents pour vous offrir chaque jour les produits et les services dont vous avez besoin pour faire découvrir à bébé le vrai goût des ingrédients et éveiller ses papilles. La mission de la marque, cultiver le manger vrai pour nourrir le futur. Cet épisode est consacré au sujet de l'allaitement et de la diversification menée par l'enfant ou la DME. Sur les réseaux sociaux, je vois des photos de femmes qui allaitent assises sur un banc dans un parc avec une légende « Allaiter partout tout le temps ». Emoji flexion des biceps. Nourrir son enfant devrait pouvoir se faire n'importe où et sans se soucier du regard de l'autre. Mais il y a aussi sous cette légende et dans de nombreux commentaires « Ta fille a 2 ans, non ? C'est un peu bizarre de l'allaiter encore. » Ou bien « Et ton ta conjointe ? Elle en pense quoi ? » Et puis ne parlons même pas des mamas qui ont décidé ou qui ont été obligées de donner le biberon. Les critiques sont nombreuses. Le sujet de nourrir son enfant au biberon est devenu presque tabou. Alors oui, l'OMS recommande d'allaiter exclusivement au sein jusqu'à l'âge de 6 mois. Les bienfaits de l'allaitement sont évidemment indiscutables. Mais comme dit si bien Audrey Njave-Sulpizi, qui interviendra dans cet épisode, on va se calmer en fait, hein. Ici, on ne va pas lister les nombreux bienfaits de l'allaitement. Si tu veux les connaître, tu peux écouter l'épisode avec Céline Bourganeuf dans un des épisodes de The Parents Show. Nous, on va plutôt parler de l'origine de l'allaitement, de pourquoi cela ne fonctionne pas parfois, de la culpabilité que l'on peut ressentir. On aura également des conseils pour mieux appréhender son allaitement et enfin, on terminera avec un dossier spécial DME. J'espère que cet épisode te plaira et te laisse te plonger dans la vie intime d'humains qui vont nous raconter leur histoire à l'état brut. Voici leur témoignage. Have fun! Yesta, ancienne candidate de Koh-Lanta, influenceuse et maman de 2 enfants. J'ai toujours voulu allaiter. J'ai pas été allaitée et moi, j'ai jamais connu de bébé autour de moi. Donc, j'avais vraiment... Enfin, moi, je crois que le premier bébé que j'ai porté dans ma vie, c'était mon fils, quoi. Et du coup, je sais pas, moi, je me suis toujours dit, c'est la chose la plus naturelle au monde. Donc, évidemment que je veux allaiter, quoi. À la maternité, en fait, jusqu'à avoir ma montée de lait, ça a fait mal. Mais une fois que j'ai eu la montée de lait, c'était nickel et honnêtement, j'ai eu un allaitement très, très facile, très simple. C'est vrai qu'on a souvent tendance à parler des allaitements qui sont compliqués avec la montée de lait, avec les crevasses, les choses comme ça. Et ben moi, je tiens à dire, et je l'ai clamé haut et fort sur mes réseaux sociaux, que moi, j'ai eu un allaitement très facile aussi. Et je pense que c'est important des fois de le dire parce que des fois, on s'en fait toute une montagne. Et moi, avant d'accoucher, je me faisais tout un stress par rapport à l'allaitement parce que justement, j'avais vu beaucoup de témoignages où c'était compliqué et je trouvais qu'à force, ça devenait décourageant. Et alors que finalement, c'est la chose la plus naturelle au monde et que même si des fois, ça met un peu plus de temps que d'autres à se mettre en place, finalement, je pense qu'on y arrive tout plus ou moins.
Honnêtement, mes 2 allaitements se sont très bien passés. Le seul problème, c'est que Julian était un bébé très compliqué. Et donc, forcément, tout était compliqué autour de Julian. Honnêtement, je m'en rends compte maintenant avec le recul parce qu'on a eu Adrian. Et Adrian était un bébé, j'ai l'impression, très facile. Alors qu'au final, c'était, quand j'entends les témoignages autour de moi, limite, j'ai l'impression que c'est normal. Mais pour nous, c'était incroyable d'avoir un bébé comme Adrian parce qu'on s'attendait à subir la même chose qu'on avait subi avec Julian. Celle Julian, c'était vraiment très, très, mais très dur. Et j'ai même des copines avec le recul qui m'ont dit, je ne sais même pas comment votre couple a survécu à ça, quoi. Parce que c'était l'enfer, honnêtement. Quand tu as la tête dedans, en fait, tu te mets en mode survie. Donc, je crois que tu ne réalises pas vraiment ce que tu es en train de vivre. Mais quand ça s'arrête, mon Dieu, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Comment j'ai pu vivre ça, quoi. Julian, il n'acceptait pas d'être posé ni dans une poussette, ni dans un landau, ni dans une voiture. Il supportait rien. Même quand on l'avait dans les bras, il fallait systématiquement être debout et marcher. Parce que même dans les bras assis, ça ne marchait jamais. Et il ne dormait pas, il ne faisait pas de sieste. Et en fait, la seule chose, mais je dis bien la seule chose qu'il acceptait, c'était le sein. C'est-à-dire que même pour un trajet de voiture, des fois, on n'avait pas le choix. On devait aller l'amener chez le pédiatre ou quoi. Même un trajet de voiture de 10 minutes, il se mettait dans un état tellement en transe qu'on devait même s'arrêter au bout de 5 minutes pour le prendre un peu dans les bras pour qu'il se calme parce qu'il devenait tout rouge, il transpirait dans tout. Enfin, il était en folie, en folie. Chaque même la poussette, rien, il n'acceptait absolument rien. Et donc, ça a duré 6 mois vraiment très, très dur. Et à partir de 6 mois, ça a commencé à se détendre au niveau de la voiture. Ça a commencé à se détendre, on pouvait le mettre dans la poussette aussi. Donc, voilà, déjà, rien que le fait de te dire, bon, mais déjà, tu peux te déplacer en voiture, ça ne va pas être la guerre. Tu peux faire une petite balade en poussette, ça va être un moment sympa. Rien que ce genre de petits détails, il a commencé à tenir assis aussi, tout seul. Donc, on pouvait l'asseoir aussi dans un parc. En fait, tout a commencé vraiment à se débloquer à partir de 6 mois. Mais les 6 premiers mois, il était qu'au sein, en fait. Et donc, forcément que, pour moi, en tout cas, c'est très éprouvant. Je donne un exemple sur les réseaux sociaux. Moi, Julian, on m'avait fait du bourrage de crâne par rapport à la tétine aussi avec l'allaitement, que c'était vraiment déconseillé, la confusion, etc. Et vu que je voulais vraiment, ça me tenait à cœur l'allaitement, évidemment, moi, c'était inconcevable de lui donner la tétine. Et bien, avec le recul, moi, je peux vous dire que le jour où Julian a eu la tétine, du coup, quand il a fini l'allaitement, il a eu la tétine à peu près 2 mois après. Donc, vers 8 mois, il a eu la tétine, Julian. Et bien, ça a tout changé pour nous. Et du coup, pour Adrian, on lui a donné la tétine dès le début. Et bien, ça a été incroyable. Et ça a été d'une fluidité. Ça a été un bébé apaisé, un bébé doux. Et en fait, je pense qu'avec le recul, que Julian avait ce fort besoin de succion énorme. Et il y a des bébés qui ont ce fort besoin. Et Julian, il en fait partie. Et je regrette, avec le recul, de ne pas avoir essayer la tétine parce que j'avais été pris dans tous ces témoignages, dans toutes ces choses-là qui font peur et au final, ça ne m'a pas aidé, quoi. Et donc, je comprends et je conçois qu'il y a des confusions, que ça existe, mais ce n'est pas systématique et c'est même rare, c'est même très très peu souvent et malheureusement on entend plus souvent les gens qui vont raconter des mauvaises choses que des gens qui vont raconter des bonnes choses. Finalement c'est toujours ça qui en ressort et donc voilà, je pense qu'il faut vraiment en prendre et en laisser et il faut faire en fonction de son intuition aussi, beaucoup. Quand j'ai mis la tétine à Adrienne, je me suis fait insulter, même en message. Et les gens me disaient, mais tu es inconfiante, mais oui, tu vas détruire ton allaitement. Et moi, je leur répondais, je leur disais, déjà, 1, calmez-vous. De 2, non, mais déjà, on va se calmer déjà. Et puis, quand bien même, à un moment donné, il faut se détendre aussi avec l'allaitement. En fait, quand bien même, un jour, il refuse mon sein, eh bien, il refuse mon sein. J'aurais essayé je lui aurais donné, il aura pris le temps qu'il voudra le prendre. Maintenant, si un jour il refuse, et puis il refuse, et ben ça sera comme ça. Enfin, voilà, moi j'ai été au biberon, hein, je suis pas morte, je suis pas malade, je suis pas, voilà, j'ai pas des séquelles parce que j'étais au biberon. Moi, je lui donnerai le sein. Maintenant, si un jour il décide qu'il refuse mon sein, et ben il refusera mon sein. Il faut se détendre à un moment donné. La maternité, le postpartum, c'est tellement déjà compliqué qu'on va pas en plus en rajouter avec des conneries comme ça, quoi. Ouais. À un moment donné, il faut tranquille. Moi, je suis là, je veux bien allaiter, je vais faire tout pour allaiter. Maintenant, il allaite, il prend le sein, c'est très bien. Le jour où il me refuse le sein, il refuse le sein, quoi. Enfin, voilà. Lucie, influenceuse, plus connue sous le pseudo Instagram Baby à tout prix, et maman de 3 beautiful kids. J'ai toujours voulu allaiter.
Je pense que ma sœur, elle a eu une super expérience d'allaitement quand elle a eu sa fille, Teipo. Et du coup, je pense que ça m'a donné un joli exemple. Ça m'a paru évident d'essayer en tout cas de le faire. Après, je ne m'étais pas mis de pression. Je suis pas du tout quelqu'un qui est pro-allaitement ou pro-biberon. Je trouve que c'est le jeu à chacune de choisir comment elle se sent mieux de le faire. Je trouve qu'un bébé est tout aussi heureux avec les deux. Et du coup, voilà, j'ai essayé d'allaiter elle. Je m'étais dit que j'allaiterais 6 mois. Je m'étais dit ça. Et en fait, j'ai jamais réussi à arrêter. Les débuts ont été un peu douloureux parce que il m'a beaucoup fait saigner au début quand même. Enfin, c'est pas lui, mais j'ai eu les seins assez abîmés. Mais après, ça s'est très très bien passé dans la durée et ça s'est super bien passé pour sa petite sœur aussi. Pour le coup, j'ai pas du tout eu mal. Je pense que le travail avait été fait avant. Moi, ça me paraissait tellement évident que j'allais être Noé que je m'étais pas du tout préparé à un autre cas de figure. Et ce qui s'est passé, alors Gaël a été très intelligent parce que moi, j'aurais jamais eu l'idée. Il s'est retrouvé tout seul à la maternité avec un bébé, sauf qu'il n'avait jamais une seule fois dans sa vie préparé un biberon. Il n'avait aucune idée des quantités, il ne savait pas ce qu'il fallait faire, moi non plus d'ailleurs. Et du coup, il a dit au corps médical, par contre, ma femme, elle va vouloir allaiter, il faut que vous trouviez une solution. Et du coup, ils se sont mis à me tirer le lait dans le coma avec un tire-lait. Quand j'étais en réa, ils venaient régulièrement me tirer le lait et tout. Et je trouve ça trop chouette parce que je pense que s'ils n'avaient pas commencé à le faire quand j'étais inconsciente, j'aurais peut-être loupé le coche et pas réussi à avoir ma montée de lait, tu vois. Et moi, je pense que même en tant que femme, j'aurais même pas eu l'idée de demander. Enfin, j'aurais eu, je sais pas, ma sœur dans le coma à côté, je me serais jamais dit, tiens, vous pouvez pas lui tirer le lait même si elle est dans le coma, tu vois, je me serais jamais dit ça, je crois. Lui, je pense qu'il s'est pas posé la question de c'est possible ou non, alors que moi, dans ma tête, c'était sûr que non. Enfin, moi, je pense que je me serais pas dit que c'était possible. J'aurais pas envisagé ça, je crois. Et lui, il est venu simplement purement comme un enfant, quoi, en disant est-ce qu'on peut faire ça parce que elle va vouloir faire que ça, quoi. Du coup, ils l'ont fait, puis je suis très contente. Et c'est marrant parce qu'ils n'arrêtaient pas de me tirer le lait et ça me fatiguait parce que ça venait pas, la vraie montée de lait ne venait pas. Et tu sais, quand on tire ton lait, comme un enfant qui allait, ça te crée des contractions assez intenses, tu sais, au début. Et moi, j'avais cette cicatrice qui traversait mon abdomen et ça me faisait tellement mal à chaque fois qu'on me tirait le lait. Enfin, ça me faisait des contractions assez intenses. Je me rappelle, il y a eu un jour où j'ai dit non, mais c'est bon, laisse tomber, ça me saoule, ça marche pas, quoi. Enfin, c'est foutu, quoi. J'étais dégoûtée. Et du coup, ils m'ont dit ok, bon, bah, c'est vous qui décidez, mais sachez que voilà, on est là, quoi. Et en fait, quelques heures après que je leur ai dit d'arrêter, j'ai eu ma montée de lait. Au début, Gaëlle a fait le DAL avec Noé, donc le dispositif à l'allaitement, à la lactation, pardon. Tu sais, le petit tuyau là, qui scotche ouais, c'est chaud. pour qu'il ait envie de téter. Et en fait, comme ça devenait long et compliqué, il y a eu un moment, j'ai dit à Gaëlle, si tu veux, donne le biberon, c'est plus simple pour toi parce que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le droit d'allaiter. Parce que j'avais tellement de médicaments et tous les jours, il y avait une mauvaise nouvelle sur mon état de santé. Donc, j'en voyais pas le bout. Et il m'a dit, du coup, il a commencé à lui donner le biberon. Puis en fait, tu vois, quand j'étais opérationnelle à l'été, il a pris le sein comme s'il connaissait depuis toujours, mais dès la première tétée. Anna Romao, fondatrice de The Life Influence et maman d'un petit Raphaël. C'était difficile. En fait, moi, honnêtement, j'ai trouvé ça tellement beau. Vraiment... Moi, dans ma tête, quand j'étais plus jeune, je dis je vais allaiter au moins jusqu'à 2 ans. Après, quand Raphaël est né, bon, je vais essayer de tenir 6 mois. Bon, finalement, ça a duré moins le temps que prévu, mais en tout cas, j'étais très contente de les faire. C'est frustrant parce qu'à la fois, on aime et à la fois, au début, c'est très, très dur. Surtout que Raphaël, c'est un bébé qui avait toujours très faim et qui était très lent et qui pouvait rester 1 heure dans le sein, plus après 1 heure dans l'autre. Et du coup, c'était épuisant. Et franchement, l'allaitement, ça pisse toute ton énergie. Et c'est vrai que l'effet d'avoir une communauté qui est là, qui partage ces moments que j'ai beaucoup parlé sur la communauté, et avoir ces soutiens des femmes, c'était juste incroyable. C'est ça qui m'a donné de la force. Et en fait, une chose aussi qui m'a donné beaucoup la force, c'est que je me disais, grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai mon mari, j'ai ma mère, j'ai ma belle-mère. Je suis tellement entourée. Quand je pense aux mères célibataires, c'est tellement prenant, tellement dur et c'est ce qui est dès le début, c'est les postpartum.
franchement, je pensais pas que ça allait être aussi dur. Donc, ouais, chaque fois, j'ai pensé à ces femmes-là qui n'ont pas la chance d'avoir cette aide, qui n'ont pas, parfois même pas un partenaire. Mm. Donc, j'ai pensé à ces femmes-là et j'ai dit, waouh. Donc, si je suis là, si je souffre, je n'ai pas le droit parce qu'il y a des Qui femmes sont seuls, ouais. qui, Mm. ouais, voilà. Donc voilà, c'est quelque chose que je pensais. Et ce soutien des femmes beaucoup que j'ai eu, que je trouvais ça juste super beau et incroyable. Coralie, architecte d'intérieur et maman d'une petite fille. On m'a demandé si je voulais allaiter, j'ai dit oui. Et donc, je l'ai mise au sein. Donc, elle avait énormément de mal à attraper le sein. Après avoir attrapé le sein, elle tétait comme elle pouvait. J'avais rien. Au début, on n'a rien. Donc, on a juste Oui, le le colostrum. colostrum. Mm. Et j'avais l'impression de n'avoir rien, en fait. A priori, d'après la sage-femme ou toutes les aides qui passent, tu sais, dans ta chambre, tout allait bien, j'avais ce qu'il fallait. Mais bon, la petite hurlait de faim. Mm. Et moi, je mourais de douleur. On m'a toujours dit oui, alors ça ne fait pas mal l'allaitement. L'allaitement, quand il est bien fait, si l'enfant est bien positionné, ça ne fait pas mal. Moi, je m'étais dit, OK, avec la conseillère en lactation, j'ai tout vu. J'ai pris le poupon, là, on l'a mis dans toutes les positions, et la madone, et le rugby, et la louve, et à l'envers, et à l'endroit, et sur le côté, et tout va bien. OK, je suis parée, je sais mettre l'enfant dans toutes les positions. Mais en fait, quand tu as le bébé, ça marche pas du tout comme ça. L'enfant n'est pas du tout confortable dans toutes les positions. Il n'est pas content que tu le mettes de ce côté-là plutôt que de l'autre côté. Il a des préférences. Et puis, ma fille, quand je dis elle mourait de faim, en fait, elle avait une succion extrêmement forte, vraiment très très forte. Et en plus, elle serrait le mamelon avec ses gencives hyper fort. Donc moi, j'étais vraiment, vraiment en douleur, vraiment pas bien. J'ai acheté des bouts de sein en silicone parce qu'en fait, je les avais pas encore achetés. L'idée, c'était pas d'acheter en avance, on peut pas prévoir qu'on va avoir mal. J'ai acheté des bouts de sein en silicone, je les ai mis. Ça me faisait toujours mal, mais moins. Et en fait, pendant toute la période à la maternité, tu as une personne différente qui passe quasiment par jour, puisqu'elles sont toutes sur des créneaux de 12 heures. Donc, et chacun vient, chacune, en l'occurrence, c'était que des femmes, chacune vient avec ses conseils. Et c'est pas toutes les mêmes. Il y en a une qui te dit vous avez essayé les bouts de sein en silicone? Oui, j'ai prévu d'aller les acheter. Ah, super. Et l'autre, il dit ah, mais non, il faut surtout pas mettre les bouts de sein en silicone parce que l'enfant va s'habituer et il va plus pouvoir prendre le sein, etc. etc. Donc, c'était à chaque fois des avis contradictoires, un peu compliqués. Je me suis quand même donnée. J'ai donné le sein jusqu'à la fin de mon séjour à la maternité. J'ai eu mal tout le séjour. Chaque fois que je mettais ma fille au sein, pour moi, c'était une torture. Donc, je la posais au sein. Et en même Crispé, temps, quoi. j'étais hyper crispée, Mm. j'essayais de me détendre. En même temps, je soufflais. On se parlait beaucoup avec ma fille. Je lui disais, on est une équipe, tu vas manger, tu ne mourras pas de faim, je vais y arriver, tu vas y arriver, ensemble, on va y arriver. Mais bon, j'ai réussi que pendant 15 jours, il faut le dire. À la maternité, au bout d'un moment, sans vraiment mettre de mots dessus, ils sont aperçus quand même que ma fille avait faim. Ils m'ont dit qu'il fallait compléter avec un petit biberon. Pour moi, c'était la fin des haricots parce que qui dit amener une tétine en caoutchouc, déjà qu'elle avait du mal à prendre le sein, c'était pour moi la fin directe de l'allaitement. Donc, je me suis effondrée. Je me suis mise à pleurer comme si il m'était arrivé quelque chose de dramatique. Culpabilité. Encore, elle est là. Et puis, à la maison, quand je suis rentrée à la maison, donc j'ai vraiment mal vécu la période de la maternité, principalement en fait à cause de ça, j'ai l'impression. Parce que j'étais vraiment pas bien. Alors baby blues certainement, mais baby blues mélangé à culpabilité, mélangé à un bébé qui pleure énormément. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez à manger, et cetera, et cetera. Ça fait que c'était beaucoup, beaucoup de pression et je voulais pas rentrer chez moi. En fait, j'avais trop peur de me retrouver toute seule puisqu'à chaque fois que je mettais ma fille au sein, j'appelais quelqu'un pour m'aider et en fait, j'avais très peur de rentrer chez moi. Finalement, je suis rentrée chez moi, j'étais 1000 fois mieux. Je sais pas pourquoi ça m'a enlevé un Marrant. poids aussi. Ah ouais. J'avais tellement peur de rentrer, puis quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit: «Oh, en fait, je suis super contente d'être là». Je suis beaucoup plus apaisée. Dans ton environnement. Dans mon environnement, beaucoup. Et puis en plus, on n'avait vu personne. Covid oblige, 0 visite, donc toute seule. Donc, enfin, à 3 quoi, avec mon chéri. Donc j'étais quand même contente de rentrer chez moi. C'était beaucoup plus agréable. Et puis j'ai fait venir la conseillère en lactation que j'avais vue avant d'accoucher. Et alors je l'ai pas fait venir pour ça à la base. Elle fait aussi le bain de Sonia. Donc en fait, je l'ai fait venir pour faire le bain de Sonia à ma fille et en tout cas la thalasso dans le Mm. bébé. Et en fait, la petite avait faim, donc je l'ai mise au sein et elle a regardé comment je faisais, etc. Elle m'a aidée. Et là, elle m'a dit un truc qu'on m'a pas dit à la maternité quand même. Il faut savoir que ma fille, elle a dû prendre son premier bain, elle devait avoir 10 jours, quelque chose comme ça. Donc, ça faisait quasiment un peu moins d'une semaine que, enfin un peu plus d'une semaine que j'étais rentrée. Et à la maternité, personne ne m'avait dit ça. Elle m'a dit: «Mais combien de couches par jour à votre fille?» Je dis: «Je sais pas,
Elle fait des tout petits pipis. Je pense qu'on vraiment, Rikiki, souvent d'ailleurs, il y a pas de pipi dans sa couche, on doit la changer 3 fois, grand maximum. Elle me dit: «Bon, alors, Coralie, ne cherchez pas, votre fille, elle meurt de faim, en fait, parce qu'elle pleurait beaucoup et cetera. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'avez pas assez de lait. Alors c'est pas de votre faute, heu, vous n'avez pas assez de lait, donc il faut absolument, absolument, compléter sa nourriture avec du lait, en poudre et puis après, donc pour pouvoir donc, elle m'a bien expliqué, pour pouvoir produire plus, il faut absolument que je tire mon lait. Donc je mettais ma fille au sein, c'était une torture parce que j'avais mal. Ensuite et puis ça durait des heures parce qu'en fait, elle buvait pas Ouais, elle assez, buvait pas assez, donc c'était, c'était ouais. long, c'était douloureux. Ensuite, je tirais mon lait, c'était douloureux. En plus pour prendre pas grand-chose dans le tire-lait, elle m'a donné un super truc dont personne n'avait parlé, ça s'appelle un DAL, dispositif d'aide à l'allaitement. Ça fonctionne avec une espèce de sonde. On prend une petite sonde, ça ressemble à la petite sonde gastrique qu'on met sur les enfants, qui sont préma. Très bien, ouais. Ah oui, et tu le colles, En fait, tu le mets dans un biberon ou normalement dans une petite poche dans lequel on a fait un lait, ouais, un lait, en poudre. Mais là, tu mettais la sonde dans un biberon, tu mettais la sonde sur le sein, tu c'est ça. mettais ton bébé au sein et tu faisais croire à ton bébé qu'il était en train de tirer sur ton sein. Bon, ma fille a été très intelligente très vite, parce que le DAL, je l'ai mis en place le jour où la conseillère est venue, donc au bout du 10e jour. Elle a très bien compris que c'était très intéressant ce nouveau système et que ça ne ressemblait pas du tout au système précédent. Et petit à petit, en fait, elle voulait plus du tout attraper le sein. Parce qu'en fait, elle tournait bien la tête. J'avais beau changer le côté de la sonde exprès. En plus, c'était une galère. On avait besoin d'être mon chéri et moi. Ouais, c'est quand même une mise en place. Ouais. Il faut 4 mains pour faire ça. Donc, on était tout le temps tous les deux. Donc, la fatigue, la mise en place pour le faire, c'était contraignant. Et puis, la petite, elle tournait toujours la tête du côté de la sonde. Après, j'ai eu des petits problèmes liés à l'allaitement. J'ai fait des engorgements. J'ai fait à la limite de l'abcès. J'ai eu des kystes dans les seins. J'ai fait des échographies. J'avais des kystes. Enfin, j'avais des boules de 5 cm de diamètre dans les seins, hyper douloureuses. Après, j'ai fait une candidose. Donc, c'est un champignon qui se met dans le sein, qui envoie des aiguilles. On a l'impression de mourir tellement la douleur est aiguë. Donc, j'ai été mise sous antibiotiques. Tout ça a fait que j'ai arrêté l'allaitement totalement. Voilà, au début, le sein n'étant plus, il était plus sollicité par ma fille du tout. Ben, il a beaucoup moins produit. Et puis alors là, je passais 45 minutes et je récupérais 30 millilitres. Donc, c'était du temps, de la douleur pour rien. Et j'ai finalement arrêté de tirer mon lait. Et j'étais bien avec moi-même, ma conscience, mon corps, et j'ai dit: «OK». Mais j'avais besoin de passer par toutes ces étapes pour m'enlever la culpabilité, pour me dire: «Je suis allée au bout, je n'ai rien lâché et OK, je suis OK avec le fait que ça n'a pas marché et je peux passer à autre chose». Juliette, ou Coucou les Girls, actrice, chanteuse, influenceuse et maman d'un petit baby. Quand j'étais enceinte, je me suis intéressée à plein de sujets. Je me suis jamais intéressée à l'allaitement tellement c'était évident pour moi que j'allais allaiter. Donc en fait, je me suis dit pourquoi je vais m'intéresser à ce sujet vu que c'est sûr que... Enfin, tu vois, c'est très bizarre comme réflexion d'ailleurs. Et c'était sûr en fait. Moi, c'était même pas questionnable, c'était hors de question d'avoir des biberons, hors de question de lui donner du lait infantile et tout, parce que j'avais jugé ça, moins maintenant, mais j'avais jugé ça comme étant une mauvaise mère, ce qui est complètement con. Et en fait, j'accouche et tu sais, normalement, au 2e ou 3e jour, je sais plus maintenant, t'as une montée de lait que j'ai pas eu. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas eu les seins douloureux, j'ai pas eu des gros seins, j'ai pas eu... je m'attendais à avoir... Si, ça j'en ai eu, j'en ai même eu pendant la grossesse. Mais moi, je pensais que la montée de lait, c'était genre, tu vois, beaucoup de lait qui sortait de tes seins et tout. Et quand je te dis que j'ai vécu un enfer à la maternité, c'est que j'ai eu entre 7 et 15 sages-femmes et auxiliaires qui venaient tous les jours, qui prenaient mon bébé sans me le demander, qui me le posaient, qui pressaient mes seins, qui touchaient mes seins, qui machin. Donc là, je me suis sentie aussi très conne et genre, voilà. Et en fait, je m'en suis vachement voulu parce que je me suis dit, comment ça se fait que moi, je n'ai pas de montée de lait? Comment ça se fait que moi qui ai envie d'allaiter, je n'ai pas de lait? Comment ça se fait, tu vois? Donc, j'ai culpabilisé, mais genre puissance 1000, quoi, vraiment. Et j'étais la seule du service à tirer mon lait 8 fois par jour, à me réveiller la nuit, à me mettre des réveils pour stimuler mes seins. Et en fait, j'ai des photos de moi où je suis assise sur mon lit comme ça, à avoir même pas 5 millilitres, même pas. J'avais 2 gouttes, 3 gouttes. On m'a fait culpabiliser parce que je fumais. Alors moi, de base, je fumais 30 clopes par jour avant. Pendant ma grossesse, j'ai continué de fumer, mais genre 3 clopes, tu vois, par jour, ce qui est très mal, mais c'est comme ça que, voilà, c'est comme ça. J'ai pas pu arrêter, j'ai pas réussi. Donc on m'a vachement culpabilisé avec ça.
Et en fait, j'aurais pu, tu vois, me dire, bon, bah, ça marche pas. Ok, bisous, quoi. Tu vois, genre, stop. Et en fait, là où je suis encore une fois contrôle fric, je n'ai pas lâché. Et à un moment, je me souviens, à la maternité, on nous a dit, bah, écoutez, là, il faut vraiment lui donner du lait parce qu'il va vraiment perdre du poids. Et donc, il y avait des petits biberons et on lui a donné. Et j'ai vécu ça comme un échec le plus total en me disant, mais putain, mais non, 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 non. Donc, pour que tu vois le truc, tu as mon fils qui est sur moi, sur mon sein. T'as fait le tuyau, là? Non, j'ai pas fait non. ça. Ok. Mais ce qu'on a fait, c'est que, en fait, il avait du mal à prendre le sein aussi, de base. Ouais. Il y avait mon fils sur moi qui essayait de téter. Et en fait, on l'appâtait avec des seringues de lait. Ah, seringue, ok. Tu vois, je vois. voilà, et on lui donnait aussi du lait avec, sur notre petit doigt et tout. Et ça a été vraiment... je ne l'ai jamais montré, je ne la montrerai jamais, mais je me suis filmée à un moment où je pleure, genre à J+3, tu vois, de l'accouchement, où je me sens mais putain, mais j'arrive pas, et comment ça se fait? Moi qui veux allaiter, j'ai pas de lait, je suis une merde, c'est parce que j'ai fumé, c'est parce que je suis grosse, enfin, tu vois, des trucs qui sont impensables et machin. Et en fait, en rentrant à la maison, bah, j'ai eu une infection du rein, donc pendant 4 jours, j'avais 42 fièvres, donc impossible de l'allaiter, mais je continuais de stimuler, tu vois. Et en gros, pour te la faire courte, je l'ai allaité 6 mois et demi, mais en mixte. Depuis le début, on a fait du bib, enfin du lait infantile et du sein. Et comment on a réussi? C'est parce que je tirais mon lait 7 fois par jour, que j'ai pas lâché ça, et que et voilà, tu vois. Et donc ça a été très douloureux, et en même temps, j'étais trop fière de moi quand je voyais que mon lait s'accumulait dans les bouteilles, tu vois. Normalement, une nana qui a un allaitement normal, quand elle tire son lait, elle peut avoir, je sais pas, entre 120 et 180 millilitres. Je schématise un peu, mais moi, en fait, j'avais 180 millilitres au bout de 4 jours, mais de tirage de 7 fois par jour. Donc, tu te rends compte, tu vois, ce que c'est comme implication émotionnelle et tout ça, et physique et machin. Et comme, évidemment, j'ai culpabilisé, je me sentais comme une merde et je pensais que c'était de ma faute et j'avais honte. Tu vois, j'avais honte d'avoir peu de lait. Donc, en fait, dès que j'étais dehors avec mon fils et dès que je pouvais sortir mon sein pour l'allaiter, j'étais trop fière. Tu vois, donc c'était aussi paradoxal. Et en fait, quand j'ai vu que l'allaitement, finalement, ça allait. Je me suis un peu fait à ce rythme-là. Ouais. En fait, je lui donnais le sein et après, quand il en voulait plus, il prenait un biberon. Moi, je m'étais fixé 6 mois d'allaitement. Mais au vu de comment ça allait, je me disais, tu sais quoi, je vais l'allaiter 1 an. On va continuer comme ça. Et mon mec, il me dit, mais vraiment, meuf, genre, t'es prête à continuer à tirer ton lait? Je lui dis, non, je suis pas prête, mais j'ai envie. En fait, allaiter, pour moi, ça a été un moment merveilleux, même si ça a été compliqué, mais le lien avec ton enfant, c'est incroyable. Et en fait, c'est pas moi qui ai arrêté, c'est mon fils qui a arrêté. D'accord. Parce que, en fait, je crois qu'il a compris que le biberon, ça coulait plus vite et que le sein, c'était plus lent. Donc, il commençait à faire la gueule. Et puis, quand il a commencé à avoir des petites dents, il commençait à me mordre. Et j'aurais pu lâcher, tu vois, très vite. Et en fait, j'ai continué jusqu'au moment où je me revois, où là, ça a été un peu le point de mon retour, où je suis dans sa chambre, je suis sur la chaise en train de le positionner. Je lui mets le sein presque dans la bouche et il pleure. Ouais. Et je me suis vue forcée et lui imposer, tu vois, mon sein dans la bouche. Là, je me suis mise à pleurer et je me suis retirée et je me suis dit, je peux pas faire ça, en fait. Je peux pas être dans un truc de douleur et le forcer à. Donc, j'ai pleuré beaucoup avec lui à ce moment-là et je lui ai dit, mais tu m'aimes plus. C'est horrible, moi aussi. Je lui ai dit, tu m'aimes plus, ça y est, c'est un rejet. Tu vois, c'était très dur, quoi. C'était vraiment dur. Je me sentais complètement rejetée par lui. Et je m'étais dit, je m'étais inventée, tu vois, comme quoi la réalité est ce que tu projettes. Et je m'étais dit, en fait, si je n'ai plus ce lien avec lui, je n'ai plus de lien. Tu vois, et donc j'ai continué, j'ai insisté comme ça, sans lui forcer, hein, mais je lui proposais mon sein et je voyais qu'il ne voulait plus. Et à un moment, je me suis dit, ok, je vais continuer de tirer mon lait, mais je vais arrêter de lui donner le sein. Et je me suis dit non, parce que mon plaisir à moi, c'est ce moment avec mon bébé, quoi. Ouais. Et donc, tu vois, là, maintenant, ça fait 9 mois et demi, j'ai encore du lait. Donc, ça me fait chier parce que ça me ramène à cet échec que j'ai vécu comme un échec. Tu vois, mon mec, il a beau me dire, mais attends, c'est merveilleux ce que tu as fait, beaucoup de meufs. Ouais, c'est clair, c'est ouf. Voilà, alors tu vois, maintenant, quand je lui montre mes seins, il se marre.
il tape dessus et tout machin, mais j'ai tenté 2 fois de lui mettre dans la bouche. Genre, non, il va me défoncer les seins, vraiment. Ouais. Mais j'ai vraiment vécu ça comme un échec et comme un rejet. Parce que, tu sais, quand il y a une chose qui est évidente pour toi, en fait, tu sais, ça a été la seule chose évidente pour moi. C'est ça qui est ouf. Et qu'au final, ça se passe pas du tout comme prévu. Voilà, tu vois, j'en ai eu honte. J'en parlais avec Louise Chabin, tu vois. Elle, ça fait 1 an qu'elle allait, et puis j'en parle avec d'autres mamans et je les jalouse, quoi. Parce que c'est magnifique, quoi. D'où vient cette culpabilité exprimée par Coralie et Juliette? Audrey Ndjavé-Sulpizi, infirmière clinicienne, fondatrice des centres périnataux Happy Mum and Baby, auteure et maman de 3 enfants. Dans mes rêves, on va dire les plus profonds, j'aurais aimé qu'elle puisse venir m'en parler. Tu vois, qu'est-ce qui fait en fait que finalement on va pas chercher de l'aide, si tu veux, là où il y en a. Tu vois, moi ça me questionne, sincèrement, ça me questionne de me dire zut, c'est dommage parce que effectivement, alors est-ce que c'est parce que l'image réseaux sociaux, je sais pas, tu vois, parce qu'on essaye de sortir du cadre de l'hôpital, mais typiquement, tu vois, le fait qu'il voulait lui donner un biberon, voilà, on était vraiment dans un départ d'allaitement qui était biaisé par certainement quelque chose dans la bouche. Après, est-ce qu'il y avait, enfin, tu vois, il y avait plein de choses à chercher, et c'est vrai que cette culpabilité, quand tu as, je veux dire, moi j'ai déposé mon concept de développement maternel, et en fait, si tu veux, quand tu accompagnes la femme, la première chose que tu fais, c'est que tu fais sauter cette culpabilité, en fait, parce que c'est pas sa faute si bébé il n'arrive pas à téter, si sa bouche elle est comme ça, si sa langue elle est comme ça, mais comme je te dis, là où il y a l'absence de connaissances, on peut tout, c'est un sac pour tout, tu peux tout y mettre, la culpabilité, les conseils erronés, tu vois, tu peux tout y mettre en fait, alors que finalement, peut-être que ce bébé, il avait juste quelque chose dans sa bouche qui venait freiner la prise du sein optimale. Peut-être que la poitrine de la maman était d'une certaine manière. Peut-être qu'il aurait fallu essayer des positions quelconques. Enfin, tu vois. Et en fait, de dire, merde, si je donne une sucette, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, tu vois, c'est ça, en fait, si tu veux, c'est qu'on est là, mais tu as l'impression qu'on est complètement invisible. Soit invisible, soit invisibilisé. Je ne sais pas. Parce que, comme je te dis, il y a moi, mais il y en a d'autres aussi. Je veux dire, moi, je travaille avec toute une équipe. Et en fait, on n'a même pas besoin parfois d'évaluer physiquement l'enfant, qu'on sait ce qui se passe. Tu comprends? Donc là, le fait de la culpabilité, ça se travaille aussi. C'est notre travail, en fait, d'enlever ça sur les épaules des mères, en fait. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours depuis 5 ans. J'ai écrit un livre pour déculpabiliser, enfin, tu vois, pour enlever cette culpabilité et pour la remplacer par le savoir et la connaissance, en fait. Quand tu as confiance en toi, quand tu sais qu'effectivement, il peut se passer ça, puis que ça s'explique, puis que il n'y a plus de culpabilité, en fait, il n'y en a plus. Quand une maman se met en cause parce que son bébé ne dort pas, quand tu lui dis, mais attends, c'est pas ta faute en fait, ton bébé, c'est pour ça qu'il dort pas. Il dort pas parce qu'il y a ça. Et moi, j'ai des mamans qui craquent, qui pleurent, qui s'effondrent parce que ça fait des mois et des mois qu'elles portent ça sur leurs épaules, qu'elles pensent que c'est parce qu'elles font mal quelque chose. Et quand je leur dis, mais non, t'as rien, au contraire, je veux dire, aujourd'hui, justement, on est en consultation ensemble, t'as rien fait de mal, bien au contraire, t'es allé chercher de l'aide. Donc, tu sais, et non, c'est pas ta faute. Il y a telle problématique, telle pathologie, tel contexte qui fait qu'aujourd'hui, ton bébé rencontre une difficulté. Et c'est le soulagement total, en fait. Une maman qui souhaite rester anonyme, maman de 2 enfants. Je m'étais dit, si ça marche pas, et je vais pas essayer je vais pas me bousiller la santé ou m'acharner vraiment à fond si je vois que c'est trop compliqué. Et ça a été très compliqué. Parce que du coup, mon bébé, mon fils, du coup, pleurait tout le temps. H24, des hurlements stridents à nous percer les tympans, mais vraiment, même les sages-femmes nous disaient « Ah ouais, il a un bon volume sonore, le vôtre !» Et il ne s'arrêtait pas. Il fallait tout le temps l'avoir dans les bras, tout le temps le bercer des heures, mais c'est pas on l'a dans les bras et du coup il se calme, c'est on l'a dans les bras et il hurle dans nos tympans pendant des heures. Et on ne savait pas ce qu'il avait. Et nous, dans notre entourage, on n'avait pas encore eu de bébé en fait. Dans notre entourage proche. Du coup, on finissait par se dire, mais en fait, un bébé, c'est ça, quoi. Enfin, un bébé, ça pleure tout le temps. Il était tout le temps au sein, mais l'allaitement se passait mal, donc il s'énervait au sein également. Du coup, j'ai pas allaité très longtemps. À partir de 6 semaines, j'ai tiré mon lait, vu que on m'avait dit, on a le droit de tirer à partir de 6 semaines. En gros, il faut laisser 6 semaines pour que l'allaitement se mette en route, et après, on peut tirer. Donc, j'ai tenu 6 semaines. J'ai commencé à tirer mon lait, histoire que quelqu'un puisse donner le biberon un peu à ma place de temps en temps.
Et à partir de là, l'allaitement au sein était de plus en plus compliqué parce que le biberon, c'était tellement plus facile pour se nourrir, en tout cas pour mon fils, parce que les biberons, il les descendait en 3 minutes, il n'y avait plus rien. Il avait bon appétit, mais... Et du coup, les autres fois, quand j'ai réessayé de le mettre au sein, c'était de plus en plus compliqué. Et du coup, j'ai continué à tirer mon lait encore au moins 1 mois et demi, 2 mois. Et j'ai petit à petit arrêté vraiment les tétés parce que ça devenait un cauchemar de le faire téter. C'était très très dur. Donc, alors que les biberons, au moins ça passait. Et puis je savais combien il prenait sur la journée. J'avais plus cette question de me dire est-ce qu'il a assez mangé, est-ce qu'il n'a pas assez mangé. Et du coup, en fait, mon fils, on a découvert un peu sur le tard, à ses 6 mois, qu'il avait un RGO. Et du coup, voilà pourquoi il hurlait tout le temps. Et on a découvert à ses 2 ans qu'il avait un frein restrictif de langue. Donc voilà pourquoi il avait du mal à téter aussi. Pourquoi on a mal évalué les difficultés d'allaiter de cette maman ? Là, on avait clairement une succion qui n'était certainement pas optimale en fait. Faut savoir qu'un bébé, c'est un expert sensoriel. C'est-à-dire qu'en gros, l'odeur du sein, la texture du sein, c'est la perfection pour lui. Il n'y a rien de mieux que ça. Sauf s'il est en difficulté. S'il est en difficulté, qu'il galère à prendre le sein, qu'il a du mal à boire, qu'il a du mal à placer sa langue, qu'il a du mal à placer sa bouche, qu'il a du mal... Enfin, il sent que c'est compliqué, en fait, qu'il fait un effort finalement pour boire au sein, pour manger au sein. Effectivement, le jour où tu vas lui proposer un truc qui est plus facile, il va dire « Ok, attends, moi là-bas c'est trop compliqué, je préfère boire ce que tu me donnes, le lait il coule pas au sein. Ça va mieux, quoi, tu vois, faut pas que je fasse d'efforts. » Et ça, c'est humain de réagir comme ça, c'est un petit être humain. Tout se rejoint en fait parce que le reflux gastro-œsophagien va avoir des causes et un enfant qui tète pas correctement, qui ne tète pas de façon optimale, va avoir tendance à prendre peut-être beaucoup d'air. S'il prend beaucoup d'air, forcément, ça va mettre en place un reflux parce que l'air va vouloir remonter, puis ça va entraîner le lait qui est déjà digéré, donc ça va entraîner un inconfort chez bébé. En fait, tout part de la base, quoi. Tout part de la base. Si de base, on évalue la succion de l'enfant en première intention, on fait une vérification du placement de sa langue, du placement de sa bouche, de la position de sa bouche, de la position de la maman. Enfin, il y a toute une évaluation à faire quand même. C'est-à-dire quand on est en consultation allaitement avec des familles, avec des mamans, on est quand même sur 1 heure à 2 heures de consultation, quoi, parce qu'on observe vraiment les moindres détails de manière à corriger, de manière à apporter des recommandations. Et à partir de là, les problèmes ne sont plus là, quoi. C'est-à-dire que si à la base, il n'y a aucune anomalie qui est ressortie parce que la personne qui a évalué n'avait pas certaines connaissances, et puis, je répète, je mets personne en cause. Les connaissances que j'ai aujourd'hui ne sont pas celles que j'avais il y a 10 ans, ne sont pas celles que j'aurai dans 10 ans, même demain, ma journée d'aujourd'hui va m'apprendre des choses supplémentaires parce que j'apprends au quotidien auprès des familles que j'accompagne et parce que j'aime ce que je fais et parce que j'apprends tous les jours, en fait. Donc, si tu veux, je ne peux pas te dire c'est la faute aux professionnels parce que peut-être qu'il y a des choses qu'elle ne sait pas, mais auxquelles elle n'a pas accès aussi, en fait, parce que moi, j'ai eu accès à certaines formations parce que je suis partie de l'autre côté de l'Atlantique, mais je n'avais pas accès à ces formations-là quand j'étais en France. Enfin, j'ai commencé il y a 20 ans. Moi, il y a 20 ans, les formations qui sont là aujourd'hui n'existaient même pas, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une prise en charge. Autant les femmes, je les invite à être actrices de leur maternité, mais autant les professionnels, je vous invite à être acteurs de votre profession, en fait. Tout simplement, à être acteur. Si tu as vraiment envie, si tu vois que tu es en difficulté avec des prises en charge, va chercher pourquoi, en fait. Va chercher pourquoi tu es en difficulté, va chercher les informations qui te manquent. Et aujourd'hui, ce n'est pas les formations qui manquent, autant, les créateurs de contenu professionnels que les formations vraiment à proprement parler. Ce n'est pas ce qui manque. Après, je peux comprendre que des fois, financièrement, ce soit compliqué. Mais soyez acteurs de votre profession parce que ça donne des mamans comme ça qui, au final, de base, moi, j'ai même pas besoin quasiment d'évaluer cette maman pour savoir qu'il y avait d'anomalies au niveau de la succion. Parce que sinon, il n'aurait jamais préféré le biberon. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on lui dit, faut pas tirer son lait avant 6 semaines. Ok, donc moi qui ai fait pas mal d'années de néonatologie, dis donc, on était dans le faux alors quand les mamans tiraient leur lait parce que les bébés pouvaient pas être au sein. Et avant d'enchaîner sur la seconde partie de cet épisode, j'aimerais remercier Blédina pour son soutien.
Nous partageons des valeurs communes et il me semble important de préciser que depuis plus de 100 ans, Blédina contribue à la santé de votre bébé en utilisant des ingrédients sains et savoureux, le tout avec des produits cultivés avec respect et cuisinés avec amour. Il existe plus de 200 recettes pour éveiller les papilles de votre bébé de 6 à 36 mois et permet donc de faire de chaque repas un instant privilégié qui donne à bébé l'envie de découvrir à la fois différentes textures et différentes saveurs. Avec ma première petite box bio fruits et légumes et à partir de l'âge de 6 mois de bébé, vous pouvez démarrer tranquillement la grande aventure de la diversification alimentaire. Disponible en exclusivité sur www.shop.bledina.com. Ce que la Dream Team professionnelle nous dit. Audrey Ndjavé-Sulpizi. Les bienfaits du lait maternel sont longs, hein. Il y a des listes préétablies, mais c'est vrai que je trouve que le côté scientifique, lister des bienfaits, en fait, on est vraiment dans... Quand on liste quelque chose, on passe un petit peu en mode compétition et c'est pas un petit peu moi, c'est pas la manière dont j'aborde en tout cas l'allaitement maternel. Je parle de l'allaitement maternel, en tout cas, je recommande et j'explique que l'allaitement maternel, c'est simplement en fait un processus physiologique, exactement comme un utérus permet de porter un enfant, une poitrine permet d'allaiter un enfant, c'est physiologique et il y a beaucoup de méconnaissance en fait de la physiologie même de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel, c'est pas qu'une histoire de grossesse. C'est pas qu'une histoire d'allaitement. L'allaitement maternel se met en place par un processus bien défini qui s'appelle l'embryogénèse, la mammogénèse exactement, et qui débute en fait du moment où un fœtus est dans le ventre de sa maman, du moment où le sexe va se décider en fait entre un homme ou une femme. Si on est une femme, déjà en fait quand on est un fœtus, on va avoir dans le premier trimestre de grossesse des crêtes mammaires qui vont se dessiner donc qui vont recueillir en fait, qui vont accueillir les tétons au final et qui vont accueillir la poitrine avec les glandes mammaires. Donc ça c'est la première activation. La deuxième activation, elle intervient à la puberté où justement les glandes mammaires vont s'activer, vont prendre toutes leurs fonctions. Et la dernière étape, c'est une grossesse. Donc en fait, souvent, tu vois, on rapporte ça que, ok, tu es enceinte, t'allaites, voilà. Non, ça commence bien avant. En fait, il faut comprendre qu'on a un corps humain et on a une physiologie, une façon de se développer et de fonctionner qui est extraordinaire, mais en même temps qui est programmée depuis bien, bien longtemps, en fait. Tout se passe, tout est préprogrammé déjà quand on est dans le ventre de nos mamans. C'est pour ça que les bienfaits de l'allaitement maternel, j'aime faire réfléchir les gens déjà sur le côté physiologique en fait de la chose, ce côté vraiment naturel, physiologique, suite si tu veux d'une grossesse où on vient effectivement d'enfanter, de permettre la vie à l'intérieur de notre corps et on peut continuer à permettre la vie, à continuer de maintenir en tout cas cette vie en allaitant un enfant, donc en le nourrissant parce que notre enfant quand il va sortir, eh bien, il va avoir des besoins qu'il ne pourra pas assouvir lui-même et donc l'allaitement maternel à lui seul va permettre d'assouvir une grosse partie des besoins fondamentaux d'un bébé. Point en fait. Donc après, là-dedans, si on veut rentrer dans la liste, les bienfaits, je veux dire scientifiques, on est sur, on va favoriser le système immunitaire de l'enfant parce que il y a des hormones qu'on transmet à l'enfant, on lui transmet un capital un petit peu immunitaire. On a le fait que l'allaitement maternel est simplement vivant, donc en fait, il va s'adapter au fur et à mesure au développement de l'enfant. Il va, si tu veux, contribuer par la perfection de sa composition à prévenir de certaines maladies. Enfin, voilà, je veux dire, on peut lister les bienfaits exactement comme on va lister les bienfaits de l'alimentation de notre potager dans notre jardin. Enfin, tu vois, je veux dire, les bienfaits il n'y a que des bienfaits, en fait, si tu veux. Scientifiquement parlant, pour la santé, il n'y a aucun méfait de l'allaitement maternel pour l'enfant. Là où il y a un manque de connaissances, il y a toujours des difficultés. Dans n'importe quel domaine, en fait. Quand on ne maîtrise pas un sujet sur le bout des doigts, un domaine en tout cas, il y a forcément des failles. Je prends souvent l'exemple tout bête, je veux dire, de la vie commune de n'importe quelle personne. Le jour où tu veux acheter une maison, que tu as besoin de faire un prêt à la banque, soit tu es dans le domaine et tu vas réussir parce que tu connais ton domaine à trouver le meilleur taux, la meilleure banque, parce que tu as la connaissance du milieu, donc tu vas savoir t'en sortir. Mais là où il n'y a pas de connaissance, il y a des failles. Il y a des difficultés. Donc, c'est-à-dire que la personne lambda qui veut toute seule s'en sortir face à un domaine qu'elle ne connaît pas forcément, qu'elle ne maîtrise pas forcément, il va y avoir des difficultés parce qu'il n'y a pas de connaissance. D'accord ? Savoir, c'est pouvoir. Donc, l'allaitement maternel, effectivement, alors, je ne peux pas dire
que ne pas avoir assez de lait, ça n'existe pas, parce que il est possible qu'il y ait une difficulté dans la production de lait vis-à-vis de cet allaitement maternel, c'est-à-dire qu'un bébé ne prenne pas assez, on va dire, n'arrive pas à avoir un allaitement optimal. Par contre, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est-à-dire qu'il y a une raison. Comme j'expliquais là tout à l'heure, on est préprogrammé pour plein de choses. Il faut vraiment se voir, je veux dire, on aime avoir le contrôle, surtout en 2022, voilà, on contrôle tout jusqu'à l'image que notre téléphone nous renvoie. On est voilà, dans le contrôle permanent de tout. Aujourd'hui, une partie de notre corps ne nous plaît pas, on va la changer. Enfin, voilà, on contrôle tout. Donc, c'est difficile et parfois pas accessible au plus commun des mortels au jour d'aujourd'hui de ne pas savoir et de ne pas contrôler. Sauf que, concrètement parlant, la bouche d'un bébé, elle est parfaitement adaptée au sein de sa mère, au sein de sa mère à elle, je veux dire au bébé. La physiologie de la mâchoire, de la bouche, de la langue, des lèvres, tout est fait pour que chaque partie ait un rôle à jouer dans l'allaitement maternel. La langue va se placer parfaitement sous le mamelon, de manière à onduler pour permettre une pression négative, pour que l'enfant puisse déglutir. Les lèvres vont se placer autour du mamelon, de manière à stimuler un nerf qu'on appelle le 4e nerf intercostal, qui va aller stimuler le système nerveux central, qui va lui dire, OK, là, on a de la stimulation, on appuie sur le bouton quelque part, donc il faut envoyer de l'ocytocine, il faut éjecter le lait. Tout ça, ça se passe dans le corps sans même qu'on le sache. Et il suffit d'une anomalie quelconque, une bouche mal placée, une langue mal placée, une mâchoire qui ne s'ouvre pas correctement, un bébé qui n'arrive pas à se placer, je veux dire, a mal au cou, a mal au dos, une maman qui ne se place pas correctement. En fait, il suffit d'une petite chose, parfois, d'un petit détail, qui fasse en sorte que la bouche de l'enfant rencontre des difficultés dans la succion, en fait, finalement, donc là, dans la bonne stimulation, finalement, une lèvre qui ne se place pas correctement sur ce nerf, le message ne passe pas. Et si le message ne passe pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai moins de lait parce que j'ai moins de production, parce que mon cerveau ne reçoit pas le message de produire du lait. Donc, en fait, si tu veux, c'est pour ça qu'il est nécessaire de connaître, en fait, le fonctionnement. Et je pense qu'aujourd'hui, on délaisse énormément. Alors, pour moi, il y a deux choses. On délaisse les professionnels du domaine, c'est-à-dire qu'on préfère se tourner parfois vers des personnes qui ne sont pas du domaine, qui n'ont pas cette connaissance pointue de l'allaitement maternel, sauf que l'allaitement maternel, la maternité, la périnatalité, ce sont des domaines très spécifiques qui nécessitent énormément de connaissances. Moi, je parle souvent de tiroirs, donc il y a ça d'un côté. Puis il y a d'un autre côté une société aujourd'hui, surtout du coup en France, qui ne laisse pas la place à ces professionnels-là. Et c'est le serpent qui se mord la queue, parce que pour leur laisser de la place, il faut leur donner envie aussi de travailler dans certaines structures. Pour leur donner envie, il faut des moyens. Puis pour des moyens, il faut augmenter des cotisations. Puis voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc en fait, on ne va pas soulever les difficultés des soignants. Mais il y a deux volets qui font qu'aujourd'hui, on a une famille qui accueille un enfant, on a des professionnels qui ont envie de les accompagner, mais qui malheureusement manquent de connaissances parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion, ni le temps, ni les moyens de se former davantage, et donc ils se retrouvent finalement à manquer un petit peu de connaissances sur l'allaitement maternel, et donc n'arrivent pas à accompagner de façon optimale des familles qui vont se dire les professionnels, ça ne sert à rien d'aller les voir parce qu'ils ne connaissent rien, donc se tournent vers autre chose. Et alors que là, ça fait 5 minutes qu'on discute et on voit déjà que ça va bien plus loin, que j'ai pas assez de lait. Et puis, on attend de l'aide des fois des personnes qui ne sont pas aptes à nous en fournir. On attend beaucoup, par exemple, oui, mon médecin m'a rien dit, mais en fait, ton médecin, c'est du médical. Donc, en fait, tout ce qui est paramédical, c'est le travail des autres, en fait. C'est le travail des sages-femmes. Elles sont un peu les fesses entre deux chaises, médical, paramédical, mais tu as les puéricultrices, tu as les infirmières spécialisées, tu as les auxiliaires puères, tu as des gens qui sont paramédical, donc tout ce qui est paramédical, donc autour du médical. Ça, moi, je considère que c'est notre travail. Je ne peux pas être pour ou contre le lait infantile. Moi, je suis pour qu'un enfant mange. Voilà. Moi, j'ai besoin que les besoins d'un enfant soient assouvis, que les besoins d'une femme, d'une mère qui vient d'accueillir cet enfant soient assouvis, les besoins d'une famille soient assouvis. Les besoins se situent à différents niveaux. Donc,
je ne peux pas être, comme je te disais, ni pour ni contre. Par contre, je suis pour que la famille qui décide de nourrir un enfant et de répondre aux besoins d'un enfant via l'allaitement maternel, puisse avoir toutes les connaissances dans leurs mains et puisse ne pas me dire j'ai pas allaité parce que j'ai pas été bien accompagnée, parce que j'avais pas assez de lait, parce que voilà, ça va m'embêter parce que je me dis zut, il y aurait eu peut-être quelque chose à faire, puis peut-être que cette maman a dû faire le deuil de quelque chose qu'elle voulait vraiment, parce qu'on parle souvent du bébé, mais je veux dire, il y a un besoin aussi fondamental de la part des femmes, des familles aussi, qui, je veux dire, grâce à l'allaitement maternel, vont assouvir un besoin à elles, en fait. Donc, moi, je suis pour l'écoute de cette femme et je suis contre le fait d'allaiter au détriment de sa santé mentale. Parce que je suis très claire là-dessus et je veux quand même qu'on s'en rende compte. On fait don de notre corps pendant 9 mois pour porter un enfant. On continue de faire don de son corps avec l'allaitement maternel. Je ne veux pas, par exemple, qu'on ait des attentes qui soient irréalistes vis-à-vis de l'allaitement maternel sur « je veux allaiter parce que c'est le meilleur ». Ce n'est pas la bonne raison. Voilà, c'est pas la bonne raison. Je veux allaiter parce que j'en ressens le besoin, parce que j'en ressens l'envie, parce que j'ai vraiment envie. Je trouve ça magnifique d'avoir la possibilité en tant que femme de couvrir les besoins fondamentaux de mon bébé grâce à l'allaitement maternel. Voilà, c'est quelque chose qu'on vit, c'est pas quelque chose qu'on subit. Je suis surtout contre le fait que des femmes se mettent une pression monstre pour allaiter leur enfant, alors qu'elles n'ont pas de place psychique, elles n'ont pas de place émotionnelle, parce que ça reste quelque chose, ça reste une aventure qui n'est pas facile. Ça demande un investissement émotionnel, affectif qui est important, des ajustements, une disponibilité et voilà, je veux dire, c'est une aventure merveilleuse mais qui n'est pas simple. Et donc, j'aime pas quand on va mettre en avant le fait que c'est le meilleur et lister les bienfaits. Donc, si tu ne fais pas ça, voilà, ton enfant, il n'aura pas tout ça. Donc, c'est quelque chose qui me dérange parce que je trouve que la façon de la communication qui est faite autour de l'allaitement maternel n'est pas positive, en fait, n'est pas bienveillante. J'ai envie vraiment de donner de la puissance aux femmes. J'ai envie de donner que cette maternité, finalement, les rende puissantes, les rende fortes, plutôt que le contraire, en fait. Donc, elles prennent pleine possession de leurs moyens, de leur pouvoir aussi, de décision, et qu'on se parle, en fait, c'est tout. Et moi, je le dis souvent en consultation, je ne vais pas te mentir, en fait, quand des fois des mamans sont au bout parce qu'elles n'en peuvent vraiment plus mentalement, psychiquement, mais qu'elles ne veulent pas arrêter d'allaiter parce que c'est meilleur pour leur enfant, je dis ok, on va se calmer, en fait. On se calme. Au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas bien. À quoi ça sert de continuer, en fait? C'est pas, tu vas pas te rendre malade. Oui, l'allaitement maternel est un atout, est vraiment quelque chose de puissant et de fort, mais si tu ne le vis pas comme ça, on ne force pas la porte, en fait. Aujourd'hui, on a de la chance finalement d'avoir un autre choix. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on ne subit plus. Et pourtant, je suis, je suis, comme je dis, je ne suis pas ni pro, ni pour, ni contre. Je suis pour la santé, en fait. Donc, je ne pourrai jamais être contre l'allaitement maternel. Ça, c'est certain. Je suis une maman de 3 enfants qui a aussi allaité ses 3 enfants et de façon différente à chaque fois, comme j'ai eu envie de le faire, en fait. Mais personne m'a dit de le faire, comme personne m'a dit de ne pas le faire. Karine, CEO de Quantique Mama, ancienne sage-femme, doula, podcasteuse et co-CEO de l'école Quantique. Moi, je pense qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, right? Donc, s'il faut donner le biberon pour X, Y, Z raison, parce que c'est par là qu'on va réussir à mettre du pain sur la table ou à garder son équilibre mental dans tout ce qu'on attend de nous, go. I'm all in. Je vais le faire pour toi, le biberon, là. Tu comprends? Après, quand une femme en vient à donner le biberon alors qu'elle aimerait mieux pas, mais qu'elle doit le donner parce que c'est ce qu'elle est obligée de faire à cause que si elle ne le fait pas, elle ne pourra pas mettre de pain sur la table, là, c'est une autre question. Là, on en revient à les problèmes systémiques, sociétals, etc. Puis là, c'est révoltant. T'sais. Alors, c'est ça. Moi, je crois que l'allaitement, c'est la norme biologique, mais que pour allaiter, ça prend des conditions, un environnement qui favorise que tu vas produire du lait, puis que tu vas être capable de
d'avoir assez d'ocytocine pour qu'il soit éjecté de ton sein. Donc, comment on sécrète assez d'ocytocine? Ben, c'est de se sentir supporté, d'avoir de l'espace pour être reposé, pour aller prendre une marche toute seule en écoutant son podcast préféré ou en allant voir des copines, etc., en sécrétant de l'ocytocine pour être capable d'éjecter ce lait. Parce que souvent, on entend « Ah, j'avais pas assez de lait ». C'est rare que les femmes n'ont pas assez de lait, mais souvent, les femmes n'ont pas assez d'ocytocine pour éjecter le lait. Parce que c'est stressant, parce qu'elles ne sont pas supportées, parce que leur mec est parti travailler à 3 jours postnatal, parce qu'elle s'est chicanée avec son père à 1 semaine postnatale, X, Y, Z raison, parce qu'elle est déjà en train de penser qu'elle doit retourner à travailler à 5 semaines. Donc, stress, adrénaline, c'est l'opposé. C'est l'hormone opposée de l'ocytocine. Donc, bien sûr, des fois, il y a des conditions qui font qu'on ne produit pas le lait, qu'on n'a pas assez de prolactine. Mais moi, à chaque fois que j'ai vu des femmes qui me disaient « j'ai pas assez de lait », je disais « c'est quoi tes sources d'ocytocine ?» Et là, on regardait puis on se rendait compte que « OK, il y a beaucoup de couches sur ton cœur qui veut pleurer. » Et comme si on enlevait une à une, tu sais. Alors oui, j'ai allaité chacun de mes enfants à mon grand bonheur. J'allaite encore mon fils de 3 ans. C'est la première fois que j'allaite aussi longtemps. Je me suis dit que j'allais l'allaiter jusqu'à 4 ans. Il le sait qu'à 4 ans, ça va être assez. Je le sens en ce moment dans notre relation que je vais être vraiment prête à 4 ans. Mais tu sais, je suis super contente de pouvoir le faire. Maintenant, on est dans un allaitement plus négocié, tu sais, où est-ce qu'on est en train d'apprendre les bonnes manières, tu sais, de gentleman. Tu sais, comme non, tu peux pas descendre ma camisole en public pour prendre mon sein, mon chéri. Tu sais, comme tu vas demander à maman, maman, est-ce que je pourrais avoir du lait? J'aimerais ça. Tu sais, donc, on est en train de travailler sa fibre de gentleman à l'été à 3 ans et c'est très, très intéressant. Donc, il y a vraiment, tu sais, il y a beaucoup à dire sur l'allaitement. C'est un sujet qui me passionne, qui est évident pour moi. Et, wow, il y a tellement à dire, tu sais. Je ne sais pas quoi te dire. Moi, j'ai adoré allaiter. J'ai allaité tous mes enfants. Mes 2 filles se sont sevrées d'elles-mêmes quand je n'étais pas prête. Et ça m'a vraiment brisé le cœur sur le coup. Mais en même temps, c'était beau. Et tu vois, ça t'a brisé le cœur, pourquoi? C'était quoi l'émotion? Ben, je voulais continuer. Je voulais continuer. C'est pour le lien, pour le... Ouais. J'aime vraiment ça, mais en même temps, je trouve ça beau qu'elle l'ait fait d'elle-même. T'sais, en même temps, j'ai célébré leur autonomie, tu sais, vraiment. Et pour Sévan, mon premier, j'ai allaité 30 mois. Et Sévan, il était... tous mes enfants sont intelligents, mais il était vraiment exceptionnel. Là, tu sais, je pense que ça allait avec sa particularité. Et je me souviens, tu sais, qu'il y avait 2 ans, quelques mois, puis il voulait donc sa petite sœur, mais j'avais pas... Il demandait sa sœur, tu sais, il disait « je veux Jadève », il savait son nom, etc. Puis je disais « mais tu sais, j'ai toujours pas mon sang parce que j'allaite, puis mon sang n'est pas revenu, il n'était pas revenu. » Puis là, j'ai négocié avec lui, j'ai dit « la meilleure façon pour que mon sang revienne, j'ai l'impression, c'est qu'il faudrait que tu arrêtes d'allaiter. » Puis là, il a dit « oh, OK, tu sais. » Donc là, on a préparé, on avait fait à l'époque des calendriers, il mettait des collants pendant comme, je ne sais pas, peut-être comme 2 mois, il mettait un collant chaque jour et il savait que quand on allait arriver là, ça allait être fini, tu sais. Maman, elle allait boire de la tisane de sauge, puis il n'y aurait plus jamais de lait. Et on l'a fait. Et maintenant que j'ai eu 4 enfants, tu sais, je suis comme, waouh! Il était vraiment intelligent, tu sais, comme émotionnellement, tu sais, pour son âge, parce que, tu sais, mes autres enfants, j'ai pas l'impression que j'aurais pu faire ça avec eux, tu sais. Et il y avait vraiment ce bond avec sa sœur.
avec sa sœur Jadev. C'est comme s'il l'appelait. Puis tu vois, j'ai arrêté. Puis le mois d'après, j'avais mon sang. Il était super content que j'aille mon sang. Le mois d'après, j'étais enceinte. Puis sa sœur venait. Ah oui, Alors, c'était hyper rapide. C'était vraiment comme un allaitement, une fin d'allaitement négociée pour une préconception en conscience. Anna Roy, sage-femme, podcasteuse, auteure, chroniqueuse dans la maison des maternelles et maman de 2 kids. On est dans du mère bashing. Moi, j'ai allaité et j'ai donné le biberon. Quand je donnais le biberon, je me suis fait critiquer au parc, on m'a fait chier, à plus savoir qu'en faire. Quand j'étais au sein, on m'a fait chier, etc., etc. Donc je crois qu'en fait, le problème est plutôt, quand on devient mère, toutes les personnes autour se permettent de donner leur avis sur ce qu'on est en train de faire. C'est ça le problème. Mais parce qu'en fait, c'est des expériences personnelles tellement intimes et tellement fortes qu'on se dit, par exemple, je dis n'importe quoi. Oh, moi, j'ai adoré l'allaitement, ça a été tellement une expérience merveilleuse que j'ai vraiment envie que ma voisine, ça ne part pas forcément d'un mauvais sentiment au départ. Je veux vraiment qu'elle vive ça, etc. Et donc, on va se retrouver à être en fait dans l'injonction et dans un truc qui n'est pas très cool, en fait. Et en soi, je pense que les gens sont tellement bouleversés par ce qui leur est arrivé qu'ils veulent absolument, entre guillemets, convertir les gens. Dans un sens ou dans l'autre, comme des gens, il y a des parents au biberon qui disent « Non mais attendez, ils dorment, les bébés quand ils sont biberons, etc., etc., etc. » Donc en fait, c'est plutôt devenir mère où à partir de ce moment-là, tout est commenté. Quand un enfant fait une crise dans un rayon de supermarché, c'est qu'elle éduque mal. Ah bah oui, bien sûr, madame, puisque la dame, elle éduque mal son enfant. En fait, dès qu'on fait quelque chose, on est critiqué, commenté, voilà. Élodie Emo, cofondatrice du collectif Je suis infirmière puéricultrice, chef de projet des cercles de parents et maman de 2 enfants. Évidemment, l'allaitement a des tas de bienfaits, ça on peut pas le nier. Ça bien sûr. Du bébé, ça améliore des tas de choses au niveau de l'état de santé de la mère, ça crée une relation. Mais ce qu'il faut peut-être rappeler, alors, elles vont avoir besoin d'en parler et de verbaliser. C'est vrai, quand on a des grandes attentes, en plus qu'on s'imagine. Alors, des fois, il y a certaines femmes qui ont lu, qui savent que l'allaitement, c'est pas toujours instinctif, qu'au début, ça peut faire un peu mal, que la montée de lait peut tarder, notamment si on a une césarienne, si on a un enfant prématuré. Enfin, ça peut être semé d'embûches, l'allaitement. Pour certaines femmes, ça va être assez facile, mais il y a pas mal de femmes pour qui, notamment pour un premier enfant, parce qu'après, on va apprendre peut-être des petits échecs qu'on a vécus, ça peut être semé d'embûches. Déjà, les premières semaines peuvent être compliquées. Après, ça peut devenir vraiment source de grand plaisir. C'est pour ça qu'il y a des mamans qui allaitent longtemps, parce que ça donne une satisfaction alors c'est quelque chose de très animal, hein, au fond, ça donne une satisfaction de venir nourrir soi-même son enfant, et donc c'est viscéral. Moi je me souviens, j'allaitais ma fille, je mangeais pas de dessert au resto pour vite aller l'allaiter et qu'elle ait pas de biberon, tu vois. Oui, c'était un plaisir, c'était pas du tout. C'était un plaisir, non, j'allais l'allaiter le midi au lieu de manger mon repas du midi, ce qui est pas bien, hein, parce que j'avais qu'elle en tête, un peu comme un truc un peu amoureux, tu vois, hein, une relation. Bon. Mais en effet, c'est pas toujours si simple, ça peut être semé d'embûches. Et puis, il faut aussi expliquer aux mamans, aux couples, aux familles, pour les déculpabiliser, leur dire, il vaut mieux. Alors, c'est sûr, dans l'idéal, voilà, on va dire, l'allaitement, c'est mieux que c'est mieux. C'est pour la santé, ça a d'autres bienfaits. Mais il vaut mieux que donner un biberon et que ça se passe bien et qu'il y ait une belle relation qui se crée, plutôt qu'un allaitement contraint avec une maman malheureuse qui va pleurer de douleur. Après, donc voilà, il y a quand même 2 poids, 2 mesures, parce qu'il y a des choses au niveau physique qui peuvent être, en étant accompagnées, réglées. Puis il y a des choses plus profondes, qui est l'ordre du sentiment de la mère, de qui elle est, de comment elle se voit. Et donc des femmes qui n'ont pas envie d'allaiter. Et donc qui, peut-être par pression sociale, de la famille, de se dire, voilà, si je ne le fais pas, je ne suis pas une bonne mère. Et ces femmes-là peuvent se retrouver dans quelque chose qui n'est pas plaisant. Donc il faut vraiment, je pense, essayer de libérer la parole autour de ça, de dire, mais ça se libère, on libère quand même la parole autour de ça, de dire, c'est le choix de la famille avant tout. Et aucun professionnel de santé n'a à culpabiliser des parents pour ça. Après, pour une maman qui n'a pas pu aller au bout de ce qu'elle voulait mettre en place, c'est une grande frustration. C'est sûr que ça peut être très difficile à vivre. Peut-être elle peut avoir besoin d'en parler, d'échanger, se dire peut-être aussi que si c'est un premier enfant, peut-être que ça pourrait être tenté après, même si elle ne viendra pas réparer sa déception, sa frustration de ça. Il faut qu'elle puisse se libérer de ça, de dire, voilà, ça a été super dur pour moi, je voulais vraiment le faire, j'ai tout fait pour le mettre en place et j'ai pas pu, donc je suis triste en fait de ça, et il faut l'accompagner dans cette écoute et entendre aussi que c'est hyper difficile pour elle et que c'est hyper douloureux. Et puis d'un autre côté, aussi entendre les femmes qui ne veulent pas allaiter, qui n'ont pas fait ce choix et qui se sentent à l'aise dans autre chose. Après, le rôle de la santé publique, c'est d'informer évidemment sur les bienfaits de l'allaitement. Ça, c'est le rôle de santé publique quand même, et de laisser le choix aux femmes, mais tout en leur disant au démarrage, voilà, ça a tel bienfait quand même. Alors, le frein de langue, ça peut être en effet, si le frein de langue est très court. Après, attention, parce qu'il y a des études là qui montrent qu'il ne faut pas non plus
plus tomber dans l'abus de la frénectomie et qu'il y a des études un peu contradictoires. Donc, en effet, quand il y a un frein de langue très court, ça peut limiter, ça peut perturber la succion. La succion. Mais il faut faire attention quand même à ce que ce soit diagnostiqué puis qu'il y ait de la rééducation. Voilà, il faut faire attention à ça. Alors après, dans les démarrages, on va faire attention aux bouts de sein. On va regarder, il y a des mamans qui ont des bouts de sein, ce qu'on appelle des bouts de sein ombiliqués. Donc, on va les aider parfois avec des massages à faire ressortir leur bout de sein, puis leur proposer aussi des petits bouts de sein en plastique. Parce que ça peut être compliqué pour les débuts de prise, pour les bébés, les seins ombiliqués. Au démarrage, tu as dû déjà avoir ces infos-là, mais il y a le colostrum, du lait très riche. Oui. Et après, au bout de 3-4 jours, il y a la montée de lait. Ce qu'on va venir regarder aussi souvent dans l'accompagnement, c'est la position du bébé. Une lèvre bien grande ouverte du bébé, bien apposée sur le mamelon. Et puis, en fonction des formes de seins de la maman, il y a différentes positions. Et donc, des fois, par exemple, des mamans qui auraient des seins très volumineux et mettre le bébé au sein parce qu'elles ne connaissent pas d'autres positions. Puis, en fait, si on leur parle de la position en ballon de rugby avec le corps derrière et la tête devant, ça va être beaucoup plus adapté pour le bébé de prendre ce sein-là. Et parfois, il y a des parents qui peuvent se retrouver en difficulté des mamans et des papas, parce qu'on ne leur a pas expliqué les différentes positions, les différentes installations. Ce qui est important aussi, c'est une bonne installation de la mère, vraiment que la mère, elle se détende aussi, qu'elle soit bien installée, d'aider, tout ça. Après, évidemment, au démarrage, quand il y a les choses qui peuvent venir aussi perturber, on va retrouver des dispositifs d'aide à l'allaitement pour favoriser la mise en place. Une fois que après, c'est ça, donc c'est les démarrages qui sont les plus compliqués. Donc, on va venir regarder s'il y a du lait, si tout va bien. Après, il n'y a aucune raison qu'une maman qui allaite n'ait pas de lait. Après, il y a différents volumes. Il y a des mamans qui ont quand même beaucoup de lait, d'autres peu. Mais disons que c'est la règle de l'offre et de la demande. Plus le bébé tète, plus la maman va avoir de lait, un peu comme une commande qu'on fera à une machine. Donc ça, on va venir aussi expliquer aux mamans, regarder comment se passent les tétées, combien il y a de tétées par jour, regarder l'installation de la tétée, les guider. Ce qu'on va vraiment regarder aussi, c'est qu'il n'y ait pas de douleur. Qu'il n'y ait pas de douleur du côté de la maman, parce qu'une maman qui a mal, c'est compliqué d'aller perdurer et de peut-être persévérer dans les premières difficultés. Donc, vraiment regarder qu'il n'y ait pas de crevasse, qu'il n'y ait pas de lymphangite, d'inflammation au niveau du sein. Donc, on va être attentif et au bébé, à sa bouche, à sa position de bouche, à sa position de langue, à sa position au niveau du corps. Mais on va aussi être attentif au corps de la mère, au sein de la mère, à ce qu'elle ressent, à comment elle se sent. C'est quoi la diversification menée par l'enfant ? Aurélie Manteau, infirmière et formatrice DME. Alors, la DME, ça veut dire diversification menée par l'enfant. Si tu veux, c'est une façon de procéder. Donc, on commence dès 6 mois. Et c'est une méthode dans laquelle le bébé va être en parfaite autonomie pendant son repas. C'est-à-dire que le parent, il va proposer des repas qualitatifs, mais sous forme principalement de morceaux. On pourra aussi proposer des purées et des compotes. Mais l'idée, c'est que le bébé porte toujours les aliments à sa bouche en autonomie. Donc, on va lui proposer, par exemple, des gros morceaux de pommes cuites. On va lui proposer des purées en cuillère pré-remplie. C'est-à-dire que le parent va mettre la purée ou la compote dans la cuillère, va tendre la cuillère au bébé. Et c'est le bébé qui va porter tout seul à sa bouche. Donc, voilà, on est vraiment sur une dynamique d'autonomie. On est sur des bébés qui ont 6 mois et plus. Il y a certains enfants qui vont avoir les prérequis un petit poil avant, vers 5 mois et demi. Mais vraiment, c'est à partir de 6 mois qu'on commence à avoir vraiment tous les prérequis bien en place, le fait de tenir bien droit dans sa chaise haute, le fait de porter aussi avec habileté les aliments à sa bouche, même si on est sur des gros morceaux, c'est quelque chose qui n'est pas forcément adapté à des enfants qui sont plus jeunes. Donc voilà, c'est vraiment autour de 6 mois, on n'est pas non plus dans l'urgence. On peut passer à tout moment sur une alimentation autonome qu'on ait commencé depuis quelques jours, semaines en classique, ou que ça fasse d'ailleurs plusieurs mois. Ce que je recommande aux parents, déjà, c'est de laisser le bébé en contact avec des textures qu'il connaît pour faciliter la transition. Et par contre, on va vraiment aller sur l'autonomie. Par exemple, on va leur dire, voilà, vous donniez de la purée, il y a une purée qui passe bien, par exemple la purée de carottes, et vous allez la présenter, mais de façon autonome, en cuillère pré-remplie. Vous allez la positionner sur la cuillère, laisser la cuillère sur le plateau, et à côté, vous allez proposer des morceaux. Comme ça, le bébé il va être dans un côté un peu rassurant. Là, on me propose des choses nouvelles, mais à côté, il y a quelque chose que je connais. Donc, il y a un petit côté rassurant. Et puis, on va facilement dire aux parents, mangez déjà avec votre bébé pour aussi faciliter cette transition, parce que les bébés vont aller beaucoup dans le mimétisme. Ils vont voir, par exemple, le grand frère et la grande sœur faire, et puis ils vont se dire « Ah, c'est cool, je vais avoir envie de faire pareil ». Et en fait, c'est comme ça que, tranquillement, on va amener le bébé en autonomie, alors qu'il n'y était pas au départ. C'est quelque chose qui peut prendre du temps, mais en fonction de l'évolution déjà de l'enfant, s'il a déjà mis en place quelques habiletés motrices où on voit qu'il est plutôt à l'aise pour attraper les morceaux, ça va aller plus vite que si l'enfant il a fait que quelques jours de diversification traditionnelle et de le passer après en DME.
Après, moi, quand je dis aux parents, vous ne mettez pas la pression, c'est une aventure. Vous allez la vivre au fur et à mesure des repas. Il y a des repas qui vont très bien se passer, d'autres un peu moins, parce que le bébé sera fatigué, sera malade. Voilà, vous ne faites pas une ligne de conduite toute tracée. Il va sûrement y avoir des embûches à certains moments. Et ça, qu'on débute en classique ou en DM, peu importe. Et voilà, soyez acteur du repas de votre enfant, observez-le, adaptez les choses et surtout, vous ne mettrez pas la pression, ça ne sert à rien. On a dans l'idée qu'un bébé à 6 mois, il n'est pas capable de manger des morceaux, ce qu'il n'a pas dedans. Alors déjà, ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses, puisqu'en réalité, pour manger des morceaux, un bébé, si tu veux, il a besoin de ses gencives, de sa salive et de sa langue. Voilà, ça s'arrête là. Donc, il a les capacités oromotrices pour pouvoir gérer des morceaux. Alors, on ne sera pas sur du morceau de type steak, là, vraiment très dur. On sera sur du fondant, voire extra fondant. Donc, voilà, il a vraiment les habiletés. Après, par rapport à cette peur de l'étouffement, il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'il y a une étude scientifique qui a été mise en œuvre pour voir effectivement s'il y avait un risque ou pas, parce qu'à l'époque, on ne le savait pas, c'est l'étude de Brown. Et si tu veux, elle montre que le risque est le même. Donc, le risque 0 n'existe pas à partir du moment où on met l'enfant en contact avec des aliments, mais le risque est le même qu'on fasse une diversification dite classique, où vraiment on va sur une évolution graduelle des aliments, on est sur du très lisse, après grumuleux, après du petit morceau, ou qu'on soit vraiment sur une dynamique autonome avec des purées, des compotes et des morceaux dès l'âge de 6 mois. Ça, c'est lié au fait que le bébé, il possède ce qu'on appelle le gag réflexe. C'est un réflexe nauséeux qui va déclencher des haulkers quand il va vouloir mettre en bouche des trop gros morceaux, parce qu'on sait, au départ, ils y vont, mais c'est pas vraiment adapté. Donc, si tu veux, ils vont faire vraiment le travail en bouche. Et si le cerveau sent que l'enfant se met en danger, il va déclencher ce gag réflexe, donc un haulker, qui va ramener les morceaux vers l'avant de la bouche. Donc, il est, pour donner une indication, il est situé à peu près au 2e tiers de la langue du bébé à 6 mois. Il est très intense. Moi, souvent, dans les accompagnements, je vois les parents qui me disent « Non, mais là, dès qu'il met un petit morceau sur le bout de la langue, hop, il y a le gag qui se déclenche. » Et en fait, c'est normal. Il va reculer naturellement avec l'âge et non pas en fonction de la méthode, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. On dit, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais si votre bébé il a commencé par des purées, on ne peut pas passer à la DME comme ça parce que son gag ne va pas le protéger. Et ça, c'est une information qui est totalement fausse. Tous les bébés possèdent ce réflexe. Et au final, même nous, en tant qu'adultes, quand on va se laver les dents, qu'on a un peu trop lent, hop, on a ce réflexe qui va venir se déclencher. Chez bébé, il est beaucoup plus puissant. Et c'est aussi ça qui fait que c'est une période qui est plutôt bien optimisée pour introduire les morceaux, puisque l'enfant va être clairement protégé. Quels sont les avantages et les bienfaits à la DME ? Alors déjà, moi, ce que je trouvais super intéressant, c'était de manger tous ensemble un repas. Alors bien sûr, on adaptait la découpe des aliments, mais de manger le même repas. Pour nous, c'était sympa parce qu'on n'avait pas la contrainte de manger froid, manger une demi-heure après l'enfant. En termes d'organisation, ça pouvait être chronophage pour certains parents. Et là, du coup, c'était vraiment le côté convivial, sympa. Moi, je trouvais aussi que ça développait plus rapidement la motricité fine. C'est-à-dire qu'on était face à des enfants qui, plus rapidement, allaient savoir gérer des couverts. Et même dans les activités, par exemple, des petits jeux de perles, on voyait des enfants de moins d'1 an qui arrivaient très bien à attraper avec leurs doigts, alors que c'est quelque chose qu'ils peuvent mettre en place un peu plus tard. Et tu vois, là, moi, mes filles, elles sont plus vieilles maintenant. Ma dernière, elle a 3 ans. Et même au niveau de la gestion des ciseaux, par exemple, à l'école, c'est vrai qu'elle est vraiment plus à l'aise. Donc, c'est quelque chose, c'est un apprentissage qui aide vraiment le bébé. Et même dans sa vie de petite enfant, c'est des choses qu'on retrouve. Voilà, après... En termes d'avantages, c'était aussi la facilité quand on part de ne pas avoir le petit pot à se dire où est-ce qu'on va le réchauffer. Là, on prend des bâtonnets qu'on a déjà pré-cuits, on les propose en pique-nique, en balade. Enfin, c'était vraiment aussi le côté facile. Après, nous, c'était notre vision des choses. Il y a des parents pour qui ça peut être plus compliqué. Donc voilà, après, il n'y a pas une vraie méthode bénéfique pour tous les enfants, c'est au cas par cas, quoi. Tu poses sur son plateau et puis tu le laisses aller. Alors, un des gros avantages, c'est parce que moi, j'ai 30 ans, donc on a été élevé un peu genre les légumes, c'est pas bon, les pâtes, c'est bon. Et là, l'enfant, en fait, il n'a pas cette classification des aliments, ça c'est bon, ça c'est pas bon, puisqu'en fait, c'est lui qui va aller à la découverte. Donc, il va être attiré non pas par le fruit, mais plutôt par la couleur de l'aliment, par la découpe. Donc voilà, c'est une expérience qui est vraiment totalement différente et qui apporte aussi un rapport à l'alimentation qui est très différent et on peut le ressentir aussi plus tard, des enfants qui sont peut-être un petit peu moins difficiles. Alors, il y a toujours la phase de néophobie alimentaire où ils y passent tous, quelle que soit la méthode choisie, où clairement, ils veulent manger que des pâtes pendant une semaine, après, ils vont être sur de la courgette, on va pas savoir pourquoi. Ça, ils vont tous y passer quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que pendant la petite enfance, on a quand même des enfants qui sont un peu moins difficiles. Et puis, comme on va avoir le respect de leur satiété, c'est-à-dire le respect de la faim, en DME, si tu veux, ça n'existe pas de dire, allez, une cuillère pour papy, une cuillère pour mamie, enfin...
il y a beaucoup de parents qui le font déjà pas en classique, mais c'est quand même quelque chose qui peut rester. Et ben, ils vont toujours manger à leur faim et on a aussi une répercussion sur la diminution des risques de troubles alimentaires plus tard dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils mangent par plaisir de manger, par faim, et non pas parce qu'il faut finir l'assiette, si tu veux. On a un rapport à l'alimentation dès la petite enfance qui va être différent. Le parent est là, c'est le garant de la qualité du repas, c'est-à-dire qu'il va proposer des repas en se disant, voilà, j'ai un équilibre à fournir sur la semaine avec toutes les catégories alimentaires, je propose un petit peu de tout, je pose sur le plateau, et à partir du moment où c'est posé sur le plateau, c'est mon bébé qui gère. C'est ouf, hein. Pardon. Et en fait, on se rend compte que, par exemple, le lundi, le bébé va être très orienté sur les aliments riches en fer. Le lendemain, il va être sur de la vitamine C. En fait, naturellement, le bébé il va savoir équilibrer. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit dans l'ordre dans lequel il va s'orienter sur les aliments. Moi, j'ai remarqué, alors c'était chez mes filles, hein, je sais que c'est chez beaucoup d'enfants, mais ils vont souvent commencer le repas par du sucré. Voilà. Et au niveau physiologique, on sait que c'est quelque chose de bénéfique pour la digestion. Ça va déclencher les enzymes digestives et tout ce qui est sucré va avoir tendance à mettre plus de temps aussi à se digérer. Donc, et puis ça appelle aussi la faim. C'est pareil, on peut avoir des bébés qui font des pauses pendant le repas, qui vont s'orienter, qui vont avoir besoin par exemple d'un apport en lait, et hop, après ils se relancent. Et en réalité, quand tu les regardes, tu dis, ah ouais, en fait, ils savent faire presque mieux que nous, puisque eux savent écouter réellement ce que leur corps le demande. Souvent, un rééquilibrage alimentaire dans les familles, quand le bébé commence à DME, parce que comme tout parent, je pense qu'on a envie de bien faire les choses, et puis d'intégrer un bon équilibre alimentaire à l'enfant en disant, allez, on va faire attention pour soi, et au final, ça a des répercussions aussi sur le reste de la famille. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très bénéfique pour tout le monde. En fait, si tu veux que le bébé soit alimenté entre 0 et 6 mois au lait maternel, au biberon, peu importe, tout est possible pour ensuite passer à la DME. C'est pas du tout une contrainte. Moi, j'observe quand même que les bébés allaités, si tu veux, avec la succion et l'effort sur le sein de la maman, vont avoir des mouvements masticatoires qui vont se mettre beaucoup plus vite en place. Mais c'est pas pour autant qu'un bébé au biberon va aller moins vite ou va moins s'imprégner de la DME. Moi, j'ai de tout dans les accompagnements et en aucun cas, c'est une problématique d'être passé par l'un ou par l'autre ou d'avoir fait les deux, quoi. Clairement, ça, c'est pas un problème. Ok, donc on peut tout à fait allaiter en même temps que la diversification alimentaire. Ouais. Enfin, alors en fait, si tu veux, la place du lait, elle va pas changer. D'accord. Le bébé aura toujours autant besoin de lait, parce que souvent on entend dire, bon, maintenant que vous avez commencé la diversification, oui, c'est ça. Et vous faites sauter les tétés, vous faites sauter les biberons. Alors non, pas du tout. Le lait, il garde quand même une grande place, tu vois. Un an, c'est vers un an vraiment que la courbe des besoins change, où le bébé va vraiment commencer à réduire ses tétés ou ses prises en biberon pour laisser la place pour les solides. Mais avant cet âge-là, le lait va vraiment garder une grande place. Souvent, moi, je dis aux parents, tant que vous pouvez garder votre rythme de tété ou biberon tel que vous l'aviez, bon, bien sûr, vous adaptez par rapport à votre enfant, mais le lait doit vraiment garder une place et ne doit pas passer au second plan pendant cette période de diversification alimentaire. C'est quelque chose qui peut aussi beaucoup rassurer les parents, de se dire, non, mais en fait, là, ce qui le fait grandir et grossir, c'est principalement le lait, donc j'y vais tranquille, quoi. Pour conclure ce podcast et parce que vous pouvez avoir des questions au quotidien, Blédina vous accompagne également avec différents services comme l'application Blédipop pour vous donner plein d'idées recettes adaptées et suivre la diversification alimentaire de votre bébé, ou encore avec la hotline disponible 24h/24 et 7 jours sur 7 au 0800 415 415. J'espère que ce nouvel épisode sur l'allaitement et la diversification menée par l'enfant t'a plu. La série continue avec 8 autres épisodes. Le prochain épisode portera sur un sujet qui te concerne forcément. Et oui, on va parler de l'organisation du quotidien des parents et de la fameuse charge mentale. Épisode riche en émotions garanties, avec toujours d'autres témoignages inédits et que du love. Si tu veux en savoir plus sur les events de The Parent Show, rendez-vous sur www.theparentshow.com ou sur la page Instagram @TheParentsShow. Et moi, je te retrouve très vite dans l'épisode 7 de cette série On Fire. XOXO, The Parents Show.